J'ai dit à mon petit ami que s'il touchait encore au volant pendant que je conduisais, je le laisserais sur le bord de la route et il a cru que je bluffais. Il y a quelques jours, mon petit ami a été invité à une soirée organisée par sa femme de travail. Et quand je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener comme +1, il a dit non. Selon lui, comme je ne bois pas d'alcool, je gâcherais l'ambiance et je serais connue comme celle qui tue l'ambiance dans son cercle professionnel. Donc, ne pas m'y emmener était en fait, d'après lui, une faveur qu'il me faisait. 6 heures plus tard, j'ai reçu un appel de lui. Il était complètement ivre et me suppliait de venir le chercher. Il était 3 heures du matin et son appel m'avait réveillé. Encore à moitié endormi, je lui ai demandé ce qu'était devenu l'argent que je lui avais donné pour le taxi. Apparemment, Tina, sa femme de travail, avait faim. Alors ils sont allés dans une pizzeria à proximité et il lui a acheté de quoi manger. Et il ne s'est pas contenté de lui acheter un repas. Il lui a pris une pizza extra large, 3 accompagnements, un dessert et une boisson. J'étais totalement abasourdi, mais j'ai décidé que le plus important était qu'il rentre sain et sauf. Alors j'ai pris ma voiture et j'ai conduit pendant 45 minutes jusqu'à chez Tina. Une fois arrivé, je l'ai appelé, mais il ne répondait pas. Il a fallu cet appel pour qu'il décroche. Et quand il est monté dans ma voiture, il s'est excusé mais m'a dit que Tina avait besoin d'aide pour retrouver un collier qu'elle avait perdu. Je lui ai dit, peu importe, et j'ai commencé à conduire. Mais à peine avais-je commencé à rouler qu'il a commencé à crier. Cette soirée était incroyable. Tina est tellement drôle, tu aurais dû voir son imitation de toi. Puis il s'est mis à rire et, pris dans son fou rire, il a attrapé le volant pour la première fois. J'étais fatigué, agacé, et pas du tout d'humeur. Alors je l'ai vite repoussé et je me suis arrêté. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas d'humeur à supporter ce genre de bêtises. Et que s'il touchait encore au volant, je le laisserais sur le bord de la route et il pourrait retourner à pied chez Tina. Il a juste rigolé en disant, Tina a dit que tu fais que parler, c'est pour ça que t'as une grande bouche. Tu feras rien. Tu m'aimes trop. J'ai redémarré la voiture, mais même pas 2 minutes plus tard, il a de nouveau attrapé le volant. Et cette fois, il ne s'est pas contenté de le toucher, il l'a tiré brusquement. La voiture a dérapé sur la droite, heurté un trottoir et est allée s'écraser dans un grand buisson. J'ai paniqué et j'ai crié. Et ce n'est que lorsque la voiture était coincée dans le buisson qu'il a enfin lâché le volant. Il riait à gorge déployée, se moquant de moi, faut pas le refaire hein, ose. Tu vois, c'est pour ça que t'es pas drôle. Heureusement, la voiture n'avait que quelques éraflures sur le capot. J'ai réussi à sortir du buisson en marche arrière. Je lui ai dit de descendre parce que je rentrais seul, et il m'a regardé comme si je plaisantais. Mais je ne plaisantais pas. Je lui ai dit très sérieusement que soit il descendait, soit c'en était fini de notre relation. Il a alors commencé à me reprocher de ne pas avoir compris la blague, et m'a dit qu'il ne descendrait pas de cette voiture à moins que je le force. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai piégé en lui disant que j'avais crevé. Je lui ai demandé gentiment d'aller chercher la roue de secours dans le coffre pour que je puisse la changer, et je l'ai convaincu en lui promettant une fellation s'il le faisait. Dès qu'il est descendu de la voiture, j'ai appuyé sur les freins et je suis parti. Je suis rentré à la maison 30 minutes plus tard, et j'ai pleuré toute la nuit. Mon petit ami s'est finalement pointé 8 heures plus tard, trempé et couvert de boue. Il m'a dit qu'il ne se souvenait de rien et m'a demandé pourquoi ma voiture était abîmée. Je ne sais pas si je dois lui pardonner. Mon petit ami n'arrêtait pas de me poser des questions sur ce qui s'était passé la nuit précédente. Il était assis à ma table de cuisine, toujours habillé de ses vêtements sales, ceux dans lesquels il avait marché jusque chez moi. Je lui ai tout raconté, comment j'étais venu le chercher chez Tina, comment il avait attrapé le volant 2 fois, comment la voiture s'était encastrée dans le buisson. Son visage a changé pendant que je parlais, et je voyais qu'il commençait à se souvenir. Il est resté silencieux un moment, puis a soudainement frappé la table avec sa main. Il a dit que c'était totalement irresponsable de l'avoir laissé au bord de la route en pleine nuit. Il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était dangereux, que n'importe quoi aurait pu lui arriver. Je lui ai rappelé que c'est lui qui nous avait mis en danger en attrapant le volant alors que je conduisais. Mais il ne voulait rien entendre. J'ai essayé d'expliquer à quel point j'avais eu peur quand la voiture a dérapé et percuté le buisson, comment son rire pendant ce moment m'avait brisé, et qu'il s'en fichait totalement de ma sécurité. Mais il continuait de secouer la tête, devenant de plus en plus furieux. Il s'est mis à faire les 100 pas dans la cuisine en disant qu'une vraie copine n'abandonnerait jamais son petit ami sur la route, peu importe ce qu'il ait fait. Il a encore parlé de Tina, disant qu'elle, au moins, ne ferait jamais ça. Et là, j'ai explosé intérieurement. Après tout ce qui s'était passé à la fête, il osait encore me comparer à elle. Je suis resté calme et je lui ai dit qu'un vrai petit ami ne mettrait jamais sa copine en danger en attrapant le volant alors qu'elle conduit, surtout après qu'elle l'ait expressément supplié de ne pas le faire. J'ai aussi mentionné qu'il m'avait refusé l'entrée à la fête parce que je ne bois pas, puis avait dépensé l'argent du taxi pour offrir un festin à Tina. Il s'est braqué encore plus en disant que je ressortais des choses sans rapport juste pour le faire passer pour un méchant. Selon lui, l'histoire du volant n'était qu'une blague que j'avais mal prise. Il disait que j'exagérais tout, et que l'incident du buisson n'était pas si grave.
J'en avais assez de me battre. Je lui ai dit que son comportement n'était pas acceptable, qu'il soit ivre ou non. J'ai aussi mentionné le fait qu'il m'avait insulté en reprenant les mots de Tina juste avant de s'en prendre au volant une deuxième fois. Il a essayé de m'interrompre, mais je n'ai pas arrêté de parler. Je lui ai dit à quel point j'avais eu peur quand la voiture a percuté ce buisson, et à quel point son rire m'avait blessé. Il s'est levé brusquement et a dit qu'il avait besoin d'air. Avant de sortir, il s'est retourné et m'a dit que je devais réfléchir sérieusement à si je voulais continuer cette relation si je ne pouvais pas supporter ses blagues. Puis il a claqué la porte. Je ne l'ai pas retenu. En fait, j'étais soulagé quand il est parti. Toute cette matinée n'avait fait qu'amplifier mes doutes sur notre relation. Non seulement il refusait d'assumer ses actes, mais en plus il essayait de me faire culpabiliser d'avoir voulu me protéger. Maintenant je suis là, à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Une part de moi a envie de lui pardonner parce qu'il était ivre et prétend ne pas se souvenir de ce qu'il a fait. Mais une autre part de moi ne cesse de revivre ce moment dans la voiture. La peur que j'ai ressentie, ses rires moqueurs, et le fait qu'il ait choisi de nous mettre tous les deux en danger juste pour prouver un point. Je repense aussi à la manière dont il a priorisé Tina, en dépensant mon argent pour elle, puis en me forçant à conduire 45 minutes à 3 heures du matin pour venir le chercher. Et même ce matin-là, sobre, il n'a pas su reconnaître qu'il avait tort. Je n'ai répondu à aucun de ses messages depuis son départ. Et chacun est de plus en plus agressif, disant que je dramatise et que je suis enfantine. Mais pour la première fois, je me demande si cette relation vaut vraiment la peine d'être sauvée. S'il ne peut pas comprendre pourquoi ses actions étaient dangereuses et irrespectueuses, qu'il soit ivre ou sobre, alors peut-être qu'il est temps que je passe à autre chose. Mise à jour 1. Cela fait une semaine que mon petit ami est parti après notre dispute à propos de l'incident du volant. Il passe de temps en temps pour récupérer ses affaires, toujours quand je suis à la maison après le travail. Chaque fois, il part à peine, prend des vêtements ou ses affaires de jeux vidéo, disant qu'il dort chez son pote Mike en attendant de trouver quoi faire ensuite. J'avais évité les réseaux sociaux toute la semaine pour essayer de réfléchir calmement à tout ça. Mais hier, en scrollant mon fil, je suis tombé sur une de ses publications. Et je n'en ai pas cru mes yeux en la lisant. Il avait rédigé un long récit détaillé sur la façon dont sa petite amie depuis 2 ans était soudainement devenue cruelle et l'avait abandonnée sur une route sombre en pleine nuit. Il décrivait comment il avait dû marcher pendant des heures dans le froid, comment les voitures refusaient de s'arrêter pour l'aider, et comment il aurait pu se faire tuer. Il ajoutait même qu'un chien errant l'avait poursuivi à un moment donné. Sauf que je sais que c'est faux, car il n'a rien dit de tout ça quand il s'est présenté à ma porte ce matin-là. Mais ce qui était encore pire que son message, c'était la section des commentaires. Des gens que je ne connaissais même pas me traitaient de psychopathe et d'abuseuse. Certains disaient que je devrais être poursuivi pour mise en danger. D'autres suggéraient même qu'il porte plainte contre moi pour abandon. Mais ce qui m'a vraiment atteinte, ce sont les commentaires de Tina. Elle en avait écrit au moins 6, tous plus horribles les uns que les autres. Dans l'un d'eux, elle disait qu'elle avait toujours vu des signaux d'alarme dans mon comportement, que je ne le laissais jamais s'amuser avec ses collègues. Dans un autre, elle affirmait que je contrôlais soi-disant ce qu'il portait au travail, ce qui est totalement faux. Elle répondait à d'autres commentaires avec des histoires inventées de toutes pièces, me décrivant comme une petite amie possessive, instable, qui avait enfin révélé son vrai visage. Plus je lisais, plus je me mettais en colère. Il n'avait pas mentionné une seule fois à quel point il était ivre ce soir-là. Rien non plus sur le fait qu'il avait attrapé le volant à 2 reprises pendant que je conduisais. Aucune explication sur comment il nous avait fait foncer dans un buisson avant de rire de tout ça. Il n'a pas dit qu'il avait dépensé l'argent que je lui avais donné pour le taxi en achetant un énorme repas à Tina. Ni qu'il m'avait forcé à conduire 45 minutes à 3 heures du matin pour aller le chercher. Il a complètement omis de mentionner qu'il s'était moqué de moi en répétant les paroles de Tina juste avant de s'emparer du volant une seconde fois. J'ai immédiatement essayé de l'appeler après avoir lu ce post. Ça tombait directement sur la messagerie. J'ai rappelé encore et encore. Après la 5e tentative, je lui ai envoyé un long message pour lui exiger de dire toute la vérité sur cette nuit-là. Aucune réponse. J'ai attendu 1 heure, de plus en plus frustré en voyant les commentaires continuer d'affluer, tous pleins de sympathie pour lui et de haine à mon égard. Finalement, j'ai décidé d'appeler Mike. Je me suis dit que si mon copain refusait de me parler, peut-être que Mike pourrait au moins lui dire d'éditer son message pour raconter toute l'histoire. Mais quand Mike a décroché, tout a empiré. Il était confus quand j'ai mentionné que mon copain vivait chez lui. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis des semaines, depuis leur dernière soirée jeux vidéo. Selon Mike, mon copain ne lui avait jamais demandé à dormir chez lui, et il n'y avait certainement pas passé la semaine. J'ai eu l'impression d'être trahi. Mes mains tremblaient quand j'ai raccroché. Toutes ces fois où mon copain était venu récupérer ses affaires, ses mentions soi-disant innocentes sur Mike, c'étaient des mensonges. J'ai recommencé à l'appeler, alternant entre messages de colère et messages inquiets. Où est-ce qu'il avait dormi? Pourquoi mentir sur un truc pareil? La dernière fois qu'il était venu chercher ses affaires, c'était il y a 2 jours. Il avait pris ses vêtements préférés et son ordi portable de jeu, en me disant qu'il retournait chez Mike pour une session en ligne avec les gars. Maintenant,
Je rejoue cette conversation dans ma tête, voyant tous les petits signes que j'avais ignorés. Comment il avait l'air bien trop à l'aise pour quelqu'un censé squatter un canapé. Comment il venait toujours pile après les heures de bureau. Comment ses vêtements ne semblaient jamais froissés ou usés. Je continue à lire les commentaires de Tina sur son post. Sa façon de le défendre avec tant de ferveur. Comment elle savait exactement quoi dire pour me faire passer pour la méchante. Son dernier commentaire surtout me reste en tête, celui où elle disait qu'il méritait quelqu'un qui le comprenne, qui puisse suivre son énergie et apprécier son sens de l'humour. Avec du recul, entre le fait qu'il ne voulait pas que je vienne à la fête, qu'il ait dépensé mon argent pour Tina, qu'il parle tout le temps d'elle, et maintenant les mensonges sur Mike, tout ça pointe vers quelque chose que je ne voulais pas voir. Je me sens tellement idiote. Toutes ces fois où il venait chez moi pour récupérer ses affaires, il allait probablement directement chez elle. J'ai arrêté de l'appeler maintenant. Son post est toujours en ligne, recevant encore des commentaires pleins de pitié pour lui et de rage contre moi. Je suis là, à me demander comment j'ai pu ignorer autant de signaux d'alerte, comment j'ai pu me laisser manipuler au point de douter de moi-même alors qu'il a littéralement mis nos vies en danger. Peut-être que ce scandale sur les réseaux sociaux est en fait une bénédiction déguisée, révélant exactement qui il est quand il pense que tout le monde est de son côté. Mise à jour 2. Après plusieurs jours de publications mensongères et de commentaires haineux, j'ai décidé que j'en avais assez d'être dépeinte comme la méchante. Il y a une semaine, je me suis assise et j'ai écrit toute l'histoire de mon point de vue, en m'assurant d'inclure tous les détails qu'il avait soigneusement omis dans sa version. J'ai commencé par le début, comment il avait refusé que je vienne à la fête sous prétexte que je ne bois pas et que je tuerais l'ambiance. J'ai raconté comment il avait dépensé l'argent du taxi que je lui avais donné pour offrir un repas extravagant à Tina, une pizza extra large, plusieurs accompagnements, un dessert et des boissons. J'ai parlé du trajet de 45 minutes à 3 heures du matin pour aller le chercher, et du fait qu'il m'avait fait attendre pendant qu'il aidait Tina à chercher un collier soi-disant perdu. Puis, je suis entré dans les parties essentielles qu'il avait passées sous silence. À quel point il était ivre, comment il s'était moqué de moi en répétant les paroles de Tina sur ma bouche soi-disant trop grande, et surtout, comment il avait attrapé le volant pas une, mais 2 fois. J'ai décrit l'accident dans le buisson, son rire pendant que j'étais terrorisé, et sa façon de tout traiter comme une blague. J'ai bien précisé que je ne l'avais laissé au bord de la route qu'après qu'il ait mis nos vies en danger et refusé de sortir de la voiture. Enfin, j'ai ajouté la révélation récente sur ses mensonges à propos de Mike. J'ai terminé mon post en demandant si quelqu'un aurait réagi différemment à ma place. Les réponses ont commencé à affluer. Les gens ont partagé mon message et sont retournés sur le sien pour le confronter. Beaucoup ont souligné à quel point c'était manipulateur de cacher les incidents avec le volant et l'alcool. Certains ont partagé leurs propres expériences avec des partenaires ivres qui les avaient mis en danger, et m'ont dit que j'avais bien fait de me protéger. La tendance s'est vraiment inversée quand les gens ont commencé à questionner les nombreux commentaires de Tina. Ils l'ont critiqué pour avoir inventé des histoires sur moi, surtout après que j'ai mentionné que je n'avais même pas été autorisé à assister à la fête. Plusieurs ont même suggéré que leur relation semblait bien trop proche pour de simples collègues. Hier soir, je lisais encore les réponses quand mon téléphone a sonné. Le nom de mon copain s'est affiché à l'écran. Quand j'ai décroché, il a immédiatement commencé à hurler que je devais supprimer mon post tout de suite. Il disait que les gens au travail le regardaient autrement, que je ruinais sa réputation. Il insistait pour dire que peu importe ce qui s'était passé cette nuit-là, j'avais eu tort de l'abandonner sur la route. Je l'ai laissé vider son sac. Et quand il a enfin fini, je lui ai demandé calmement « Où est-ce que tu as vraiment dormi cette semaine ?» Il a commencé à balbutier en parlant de squatter sur les canapés de différents amis, pour ne pas déranger une seule personne trop longtemps. Je l'ai interrompu en plein milieu de sa phrase et je lui ai dit que j'avais parlé à Mike, qui ne l'avait pas vu depuis des semaines. Il y a eu un long silence, puis j'ai entendu du mouvement en arrière-plan et une voix féminine familière dire quelque chose que je n'ai pas bien compris. Avant qu'il puisse répondre, il y a eu des bruits de frottement, et soudain Tina a pris le téléphone. Sa voix dégoulinait de fausse sympathie lorsqu'elle a confirmé que oui, mon copain avait bien séjourné chez elle tout ce temps. Elle a dit qu'elle ne faisait que jouer les bonnes amies en lui offrant un endroit sûr après que je l'ai soi-disant abandonné si cruellement cette nuit-là. Elle m'a dit que je devrais avoir honte de l'avoir mis dans cette situation, et qu'une vraie copine n'aurait jamais fait ça. C'est là que j'ai finalement perdu mon sang-froid. Je l'ai traitée de manipulatrice, de briseuse de couple qui essayait de nous séparer depuis le début. J'ai évoqué chaque moment où elle l'avait encouragé à m'exclure des événements professionnels, où elle l'avait convaincu de dépenser mon argent pour sa nourriture, où elle avait inventé des mensonges à mon sujet et comment elle le logeait maintenant alors qu'il venait récupérer ses affaires sous de faux prétextes. Elle a immédiatement laissé tomber son ton mielleux et s'est mise à hurler. Elle a dit que j'étais juste jalouse parce qu'elle et mon copain avaient une connexion spéciale. D'après elle, ils pouvaient parler de tout pendant des heures, alors qu'il trouvait toujours mes conversations ennuyeuses. Elle a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de fun et de spontané comme elle, pas d'une rabat-joie qui ne savait même pas prendre une blague inoffensive comme le fait de lui attraper le volant. En plein milieu de la dispute, l'appel a brusquement été interrompu. J'ai essayé de rappeler plusieurs fois, mais c'est tombé directement sur la messagerie. J'étais tremblante de rage,
les imaginant tous les deux de l'autre côté du téléphone, sûrement en train de rire de ma réaction. J'ai regardé autour de mon appartement et j'ai vraiment vu ses affaires restantes pour la première fois. Son installation de gaming était encore dans le coin du salon. Ses vêtements occupaient encore la moitié de mon armoire. Sa tasse à café préférée était toujours dans le placard de la cuisine. Toutes ces choses qu'il n'avait pas prises lors de ses soi-disant allers-retours chez Mike. J'ai attrapé tous les sacs poubelles que j'ai pu trouver et j'ai commencé à les remplir. Ses consoles de jeux chères et ses manettes? Dans les sacs. Ses livres en édition rare? Dans les sacs. Tous ses vêtements et chaussures? Dans les sacs. J'ai retrouvé nos bracelets assortis de notre premier voyage dans ma boîte à bijoux. Ils sont partis eux aussi. Chaque trace de lui, chaque cadeau qu'il m'avait offert, chaque objet qu'il avait laissé chez moi pendant nos 2 années ensemble, tout a fini dans ses sacs. J'ai tout descendu et laissé près de la benne à ordures de l'immeuble. Puis je lui ai envoyé un dernier message. Tes affaires sont à côté de la benne. Le ramassage des ordures est demain matin à 8 heures. Ce qui leur arrive après ne me concerne plus. Mes mains tremblent encore en écrivant cette mise à jour. La réalité de tout cela me frappe enfin. Comment il a passé toute cette semaine à faire des allers-retours entre chez moi et chez elle, me mentant en face à chaque fois. Comment ils se sont probablement assis ensemble pour rédiger ce post mensonger à mon sujet, ajoutant des détails dramatiques comme la fausse poursuite par un chien errant pour obtenir plus de sympathie. Comment à chaque fois qu'il venait récupérer ses affaires, il allait probablement directement chez elle. Tous les deux, riant de la façon dont j'ai gobé l'histoire avec Mike. Mais honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir laissé au bord de la route. En fait, savoir où il est allé après ne fait que confirmer que j'ai pris la bonne décision. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu clair dans leur jeu plus tôt. Merci à tous pour vos commentaires de soutien sur mon dernier post. Vous m'avez aidé à comprendre que je n'avais pas eu tort de me protéger cette nuit-là, et vous m'avez donné le courage de raconter ma version de l'histoire. Je vais éteindre mon téléphone pour le reste de la journée et me concentrer sur le nettoyage de toutes les traces de lui dans mon appartement. Mise à jour 3. Cela fait 3 mois que j'ai jeté les affaires de mon ex, et je ne comptais pas faire de nouvelles mises à jour. Mais hier, j'ai reçu une nouvelle que je me devais de partager, ne serait-ce que pour clore définitivement cette histoire. Mike m'a appelé pendant que j'étais au travail. Au début, j'ai ignoré son appel car j'étais en réunion, mais ensuite il m'a envoyé un texto disant que c'était urgent. Quand je l'ai rappelé pendant ma pause déjeuner, il m'a annoncé que mon ex et Tina avaient eu un grave accident de voiture et qu'ils étaient tous les deux en soins intensifs. D'après Mike, ils étaient à une soirée chez quelqu'un la nuit dernière, comme d'habitude. Et malgré leur état d'ébriété avancé, mon ex a décidé de conduire parce que Tina l'avait mis au défi de le faire. Ils ont fini par s'écraser contre une glissière de sécurité sur l'autoroute à grande vitesse. La voiture est complètement détruite. Avant de parler de ce que je ressens, je devrais expliquer ce qui s'est passé après ma dernière mise à jour. Le matin suivant, vers 7 heures, mon ex s'est présenté pour récupérer ses affaires. Tina était avec lui, évidemment, dans sa Honda argentée. Je les ai regardés depuis ma fenêtre charger tous les sacs dans sa voiture. Elle lui touchait constamment le bras pendant qu'il travaillait, et chaque fois qu'elle voyait que je les regardais, elle me lançait un regard noir. Ils ont tout pris, même le sac contenant les bracelets assortis. Ce fut la dernière fois que j'ai vu l'un ou l'autre. Après ce jour-là, j'ai complètement coupé les ponts. Je les ai bloqués partout. Numéro de téléphone, réseaux sociaux, adresse email, même LinkedIn. J'ai changé de salle de sport parce qu'elle était trop proche de leur bureau. J'ai commencé à faire mes courses dans un autre supermarché pour éviter toute rencontre fortuite. J'avais besoin de cette coupure nette pour préserver ma santé mentale. Ces 3 derniers mois ont été transformateurs. J'ai été promu chef de projet au travail, ce qui m'occupe avec de nouveaux défis. J'ai commencé des cours de poterie tous les mercredis soirs, une activité que j'ai toujours voulu essayer, mais que mon ex considérait comme une perte d'argent. J'ai adopté un charou dans un refuge local, un amour de félin qui adore dormir sur mon clavier pendant que je travaille à la maison. Ma vie est paisible, productive et sans drame. Alors quand Mike m'a appelé hier avec cette nouvelle de l'accident, je me suis senti étrangement détaché. Il m'a décrit à quel point l'accident avait été grave, comment les pompiers avaient dû les désincarcérer de la carcasse, comment ils étaient toujours inconscients avec de multiples blessures. Puis il m'a demandé si je comptais leur rendre visite à l'hôpital. J'ai éclaté de rire. Je lui ai demandé pourquoi j'irais voir quelqu'un qui avait mis ma vie en danger en attrapant mon volant, qui m'avait menti pendant des semaines sur l'endroit où il séjournait, qui avait laissé sa collègue diffuser des mensonges à mon sujet en ligne, et qui m'avait ghosté après 2 ans de relation. Sans parler de cette femme qui avait encouragé tous ses pires comportements jusqu'à ce qu'ils finissent ensemble en soins intensifs. Mike a essayé de me faire culpabiliser, mais honnêtement, l'homme dans ce lit d'hôpital est un étranger pour moi aujourd'hui. Je lui ai parlé de mon emploi du temps chargé, de mon cours de poterie le soir même, d'une fête d'équipe pour fêter ma promotion ce week-end, et d'une virée shopping pour des meubles avec ma sœur la semaine prochaine. Ma vie ne s'arrête pas parce que mon ex fait enfin face aux conséquences de ses actes. Ça peut paraître froid,
mais je ne suis plus cette personne qui lâcherait tout pour faire 45 minutes de route à 3 heures du matin pour aller chercher un copain saoul qui vient de dépenser mon argent pour une autre femme. La situation d'alors et celle d'aujourd'hui sont frappantes. Les 2 fois, il était saoul et a pris des décisions irresponsables au volant. Mais cette fois, au lieu que ce soit moi qui gère les conséquences, c'est Tina. La même Tina qui me traitait d'ennuyeuse parce que je ne bois pas, qui disait que lui attraper le volant était juste une blague inoffensive, qui affirmait qu'ils avaient une connexion spéciale que je ne pouvais pas comprendre. Je me demande si elle trouve toujours ça drôle maintenant qu'ils sont tous les deux en soins intensifs. Parfois, j'ai envie de ressortir leurs anciens posts sur les réseaux sociaux où ils parlaient de la façon cruelle dont je l'ai abandonné cette nuit-là. J'ai envie de commenter que ce moment de fermeté m'a peut-être sauvé la vie. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je refuse d'être encore un personnage de leur histoire. Je partage cette mise à jour pour toutes celles et ceux qui peuvent être dans une situation similaire, se demandant s'ils ont été trop durs en posant des limites, se sentant coupables d'avoir choisi leur sécurité plutôt que le confort de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas tort de vous protéger. Parfois, les décisions les plus dures sont aussi les plus saines. Mon charreau est étendu sur mon bureau pendant que j'écris, tapant mes doigts de la pâte pour attirer l'attention. Dans quelques heures, j'irai à mon cours de poterie, où je commence enfin à bien centrer l'argile sur le tour. Demain, j'ai une réunion pour discuter de l'expansion de mon équipe sur le nouveau projet. La semaine prochaine, je visite des appartements dans un meilleur quartier. C'est ça, ma vie aujourd'hui, et je ne les changerai pour rien au monde. Alors non, je n'irai pas les voir à l'hôpital. Je n'enverrai pas de fleurs ni de cartes. Je ne chercherai pas de mise à jour sur leur état de santé. Ils ont fait leur choix, comme moi j'ai fait les miens, il y a 3 mois. La seule différence, c'est que mes choix me permettent de dormir tranquille la nuit. Merci à vous tous pour votre soutien tout au long de ce chemin.